Au début du XXe siècle, Giacomo Puccini, un des plus grands compositeurs d'opéra, met en scène Madama Butterfly, un opéra en 3 actes. On y suit l'officier américain Pinkerton qui se rend au Japon et qui fait la rencontre de Butterfly, une fille de 15 ans. Pinkerton et Butterfly se marient, elle est très amoureuse, mais lui, il s'en fiche. Et pour preuve, il finit par l'abandonner et retourne chez lui aux États-Unis. Et pendant ce temps-là, Butterfly, elle est convaincue que Pinkerton reviendra. Alors chaque jour qui passe, elle pense à lui, elle l'attend, et puis surtout, lui il est pas au courant, mais elle met au monde leur fils. Elle l'élève seule, elle lui parle de son père qui va revenir, elle en est sûre et certaine. Le temps passe et au bout de 3 ans, elle avait raison, Pinkerton revient. Mais il n'est pas seul, il s'est marié entre-temps avec une américaine, et s'il a décidé de revenir, c'est pas pour elle, c'est pas pour Butterfly, c'est pour récupérer son fils, parce qu'il a appris en échangeant des lettres avec un ami du consul américain au Japon qu'il avait un fils caché. Et quand il arrive dans la maison de Butterfly, elle s'est endormie, mais lui, il voit qu'elle a tout décoré pour son retour, et il se rend compte à ce moment-là qu'il a fait une terrible erreur d'être revenu. Alors il sort de la maison et il admet qu'il sera jamais capable de lui dire droit dans les yeux qu'il veut repartir juste avec leur fils. Entre-temps, Butterfly se réveille, sa servante lui annonce le but réel de Pinkerton, et elle accepte. Elle accepte de laisser partir son fils avec lui, à la seule condition que Pinkerton en personne vienne le chercher. Elle est tellement amoureuse de lui qu'elle donnerait tout ce qu'elle a pour voir cet homme une dernière fois. Ils se voient, Butterfly remet un petit drapeau américain à son fils, qui part donc avec son père, Pinkerton. Et elle se sent terriblement honteuse d'avoir laissé son fils partir, et elle souffre affreusement d'avoir perdu l'homme dont elle était éperdument amoureuse. Alors elle prend le sabre de son père, et elle se transperce le ventre. Et c'est la fin de l'histoire. Maintenant, vous vous demandez probablement ce que tout ça a à voir avec le titre de la vidéo. Eh bien, le personnage de Pinkerton, cet Américain qui va au Japon et puis qui abandonne sa femme, qui fait preuve d'une lâcheté déconcertante et d'une cruauté impensable, eh bien c'est lui qui va inspirer Rivers Cuomo, le leader du groupe de rock Weezer, pour le second album du groupe, qui sort en 1996. Parce que pour Rivers, le personnage de Pinkerton, il incarne à la perfection, je cite, ce trou du cul de marin américain qui fait penser à une rockstar en tournée. Ouais, il est un petit peu aigri à ce moment-là de sa vie. À ses yeux, c'est l'emblème parfait de la confrontation entre l'Est et l'Ouest, qui incarne le mieux cette part de lui-même avec laquelle il tente de faire la paix. Curieusement, l'album Pinkerton, il ira complètement à l'opposé de ce que Rivers espérait. Ça va être un album douloureux, avant comme après, qui va détruire le groupe et qui va anéantir son leader. Ok, on est en 1994, à la sortie du premier album de Weezer, le fameux Blue Album, qui est une petite révolution pour l'époque puisqu'il contient des singles qui vont devenir cultes. Il y a Undone the Sweetest Song, dont le clip connaît un immense succès sur MTV. Il y a My Name is Jonas, et puis surtout il y a Buddy Holly, dont le clip rafle 4 MTV Video Music Awards, qui est un prix remis pour les meilleurs clips de l'année. Le Blue Album, je trouve que c'est un album qui respire la fraîcheur. Les chansons, elles sont courtes, elles sont efficaces, elles sont super entêtantes. Bref, il est très bien accueilli aux États-Unis dans un contexte qui est quand même très ancré rock alternatif, je vous en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos, mais le rock des Weezer, il apporte vraiment un vent de fraîcheur et de la nouveauté dans le paysage musical. Et pour cause, ils se vendent à plus de 5 millions d'exemplaires aux États-Unis, il devient multiplatine. Bref, c'est vraiment un carton inattendu pour les membres du groupe, d'autant plus que c'est un premier album. Mais même si l'album cartonne, Rivers Cuomo, qui est donc le parolier du groupe et le principal compositeur, lui, il se sent pas complètement à l'aise avec ça. Parce que selon lui, la musique du groupe, elle était au départ faite pour un public restreint qui avait déjà digéré le punk et qui pouvait vraiment apprécier une pop innocente avec de l'ironie. Et là, maintenant que les chansons passent à la radio et sont écoutées par des millions de personnes, elles prennent un sens qu'elles étaient pas censées avoir au début. Donc naturellement, à la suite de ça, le groupe fait une tournée très importante aux États-Unis. Et puis après un an de tournée, Rivers, il en a marre de toujours répéter les mêmes chansons. Ça lui vide la tête et lui, il a besoin de stimulation intellectuelle. Donc il décide tout simplement, et comme le ferait chaque personne sur cette terre, de s'inscrire à l'université de Harvard.
Mais derrière ses petites lunettes et son look un peu intello, Rivers, lui, il a toujours aimé le sport. Et d'ailleurs, quand il était enfant, il jouait au foot dans une équipe, mais il a vite senti des douleurs au niveau de sa jambe droite. Alors il a fait des examens et il s'est vite rendu compte avec ses parents que, en fait, depuis sa naissance, il avait une malformation du fémur. En fait, ses jambes, elles sont de la même longueur, mais le fémur droit, il est plus court de 3 cm que le gauche. Donc ça l'a poussé à arrêter le sport et puis ça l'a motivé à se tourner vers la musique. Et avant de commencer son année à Harvard, il aimerait bien régler ce problème qui traîne depuis l'enfance et qui l'embête quand même pas mal. Donc, en 1995, Rivers y subit une opération qui est extrêmement lourde. Alors je vous mets pas d'image à l'écran parce que j'ai peur d'en perdre quelques-uns, mais en gros les médecins, ils fracturent volontairement son fémur et ils installent un appareil métallique externe. Et là c'est vraiment le début du calvaire pour Rivers puisque tous les jours, littéralement tous les jours, il doit tourner des vis pour écarter progressivement l'os et l'allonger millimètre par millimètre. La douleur engendrée par cette opération, elle va durer plusieurs mois, pendant lesquels il va écrire des nouvelles chansons. Mais pendant cette année à Harvard, Rivers, il souffre tellement qu'il se replie sur lui-même, il s'isole, il parle vraiment à pas grand monde. Et puis il a toujours au fond de lui une frustration. Le fait que les chansons du premier album qui ont cartonné, elles étaient un peu débiles. Et lui, il voudrait écrire des vraies chansons beaucoup plus travaillées, beaucoup plus intelligentes, des chansons plus profondes, qui parlent de qui il est vraiment. Et donc, naturellement, vu qu'il va pas bien pendant cette période, eh bien tout ce qu'il écrit, ses frustrations, ses pensées, ses idées, tout est plutôt sombre en fait. D'ailleurs, pendant cette année à Harvard, ayant sorti un premier album qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, on pourrait penser qu'il se ferait un petit peu embêter par les autres étudiants, que tout le monde voudrait être son pote quoi. Mais pas du tout. Pour la simple et bonne raison que, déjà, il est lui-même complètement asocial toute cette année, et puis physiquement, il s'est laissé pousser la barbe, et surtout à cause de son souci à la jambe, il doit marcher avec une canne. Donc quand des étudiants portent eux-mêmes des t-shirts Weezer, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, ils reconnaissent pas Rivers, et puis ils ont juste pas envie d'aller le voir, il est complètement bizarre, on dirait un petit vieillard qui a 25 ans, il est complètement asocial. Et pour la blague, et c'est le tout dernier jour de l'année scolaire, que Rivers se retrouve avec d'autres étudiants dans le bus, et ils se demandent un peu les uns les autres, qu'est-ce que tu vas faire cet été? Ils posent du coup la question à Rivers, et Rivers leur répond, super calmement, nous on part en tournée avec No Doubt. No Doubt qui est évidemment un autre groupe important de cette période, et ils lui disent mais de quoi tu parles mec? Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, non, c'est juste que je suis le chanteur de Weezer. Et là tout le monde est bouche bée, ils sont vraiment sidérés parce que pendant un an, il était juste là, parmi eux, avec une barbe et une canne quoi, et puis personne l'avait reconnu. Bref, on est en 1996, arrive donc le moment de sortir ce fameux deuxième album que Rivers décide d'appeler donc Pinkerton, l'album dans lequel il a mis beaucoup de lui-même, son côté obscur, son cynisme, son amertume, un album qui promet d'être plus sincère, à défaut d'être joyeux. Mais l'album sort, et là, c'est un choc pour le public. On est loin du mec timide et attachant du Blue Album, il n'y a plus de façade mignonne, il n'y a plus de naïveté, il n'y a plus de légèreté. Sur ce nouvel album, les paroles, elles sont crues, elles sont sexuellement explicites, parfois gênantes, très personnelles. Il parle de rejet, de fantasmes inavoués, de honte, de solitude. On a presque l'impression de lire son journal intime. Sauf que le public, il était clairement pas prêt pour ça. Les critiques tombent et évidemment, elles sont très très loin d'être tendres. Elles sont mitigées au mieux, mais dans l'ensemble, elles sont franchement négatives. Certains journalistes trouvent l'album embarrassant, immature, voire même misogyne. Personne ne voit la vulnérabilité que Rivers voulait tant mettre dans ses paroles, il voit juste de la gêne en fait. Personne n'était préparé à recevoir l'album Pinkerton. Les ventes sont clairement en dessous du Blue Album, et pour Rivers c'est un immense coup dur, il se sent super mal, il se sent humilié, il regrette presque d'avoir été aussi honnête en fait, de s'être autant exposé. Alors petit à petit, il se renferme à nouveau sur lui-même, il devient plus distant et il décide de mettre le groupe en pause en 1997. Et pendant plusieurs années, Pinkerton reste un album incompris. Mais arrivent les années 2000, Internet explose et une nouvelle génération tombe sur l'album. Et là, il se produit un truc inexplicable. C'est que le jugement émis à l'égard de Pinkerton commence à changer. Il y a certains journalistes qui commencent à percevoir sa vulnérabilité, l'album commence à apparaître dans certains classements des meilleurs albums des années 90, bref, en quelques temps, il devient culte. Il aura fallu beaucoup de temps pour que les gens commencent à comprendre l'album Pinkerton. Et Rivers, avec les années, il devient lui-même beaucoup plus tolérant à l'égard de Pinkerton.
En 2001, le groupe sort le Green Album, avec des chansons beaucoup plus simples, beaucoup plus fun, et c'est un énorme carton. D'ailleurs, je suis sûr que vous connaissez au moins une chanson de cet album.